c'est le moment de commencer à se préparer à la résurrection du peuple juif sur sa terre, on doit nécessairement faire de l'ordre dans la loi juive, dans la halakha. Et nous nous retrouvons pour évoquer les sages séfarades avec le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom, Uvracha, shalom. Alors, shalom, et on va parler d'un sage, d'un grand rabbin du quel siècle? 16e siècle. Mais à vrai dire, il passe tous les siècles. D'accord, il est la figure emblématique. Il s'agit de Rabbi Yosef Karo. Maran, à vrai dire, aujourd'hui, c'est peut-être encore plus cette semaine, après la disparition de Rav Chaim Kanievski, le terme Maran est devenu, alors qu'il était mamash approprié spécifiquement, c'est les droits d'auteur, si je peux me permettre, c'était pour Rabbi Yosef Karo. Maran, comment on peut traduire notre maître? Notre maître, Mar Shelanu, et c'est également le maître dans les deux sens. Le maître dans le sens de l'enseignement, celui qui nous enseigne, mais c'est également celui de qui on reçoit tout à fait l'autorité. Alors, c'est à la fois une pédagogie, un enseignement, mais c'est à la fois une acha de fixer, d'établir la loi. C'est Maran par excellence. Très bien. Alors, Yosef Karo. Alors, né en Espagne. Il est né en Espagne, à Tolède. Exactement. Et il va être une des nombreuses victimes du Guirouche, 1492. Il quitte l'Espagne, il est chassé, il ne quitte pas, et avec ses parents encore. Il va passer un temps très rapide, en fait, au Portugal. Là-bas aussi, ça ne va pas être une terre d'accueil. Et par conséquent, la véritable, on peut dire, station d'accueil, ça va être la Turquie. Adrianoupoli. Il va commencer, en fait, l'œuvre phénoménale du Beth Yosef. C'est aussi un de ses surnoms. Ouais. On a déjà commencé par Maran. Il y a aussi Beth Yosef, parce que c'est un des livres également, des œuvres phénoménales qu'il a écrit. Il va s'appeler Mechaber, l'auteur par excellence. À vrai dire, on va en revenir à tout ça, mais d'abord au niveau biographique très succinct. C'est en Turquie qu'il va, on peut dire, commencer ses lettres de noblesse. Ouais. C'est là où il va entreprendre l'encyclopédie de la halakha, le Beth Yosef. Alors, justement, ça c'est son ouvrage vraiment principal. Oui. Qu'est-ce qui l'a poussé est-ce qu'on sait qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre? C'était quoi? C'était une nécessité de l'époque? Alors, il est dans la ligne des différents décisionnaires. Il est la charnière de l'époque des Rishonim. Il est le dernier des Rishonim et le premier des Aharonim. Qu'est-ce que ça veut dire, ce surnom-là? Il est profondément inspiré par une vision, je ne vais pas dire prophétique parce qu'il n'était pas navi, mais par une vision de voir que dans son temps, le Guirouche, l'expulsion d'Espagne, peut être un des signes qui va exprimer en fait la libération d'Israël, le retour en Israël. Il va voir dans une sorte de vision de dire ici, maintenant, c'est le moment de commencer à se préparer à la résurrection du peuple juif sur sa terre. On doit nécessairement faire de l'ordre dans la loi juive, dans la halakha. C'est-à-dire qu'il avait peur avec cette expulsion d'Espagne que, en fait, ces traditions, tout l'héritage, cet héritage, les halakhot, etc., se perdent. Complètement. Donc il a décidé, c'était un choix, nécessité, un choix, exactement. Une nécessité d'urgence presque. Exactement. Mais le choix qu'il a fait, c'est à la fois un défi immense. Ouais. Comme lui-même, il dit d'une façon tellement tendre, il dit, mais comment je peux me permettre ici maintenant de tout mon 16e siècle et de tout mon statut, de voir derrière moi les figures comme le Rambam, le Roche, les grandes figures des décisionnaires du Talmud et de la loi juive. Moi, je vais trancher. Ah. Moi, qui suis-je? Alors, c'est-à-dire que dans son livre, il ne rapporte pas seulement les décisions, les halakhot. Il tranche. Et c'est ça le défi. À vrai dire, c'était un pari. Aujourd'hui, 500 ans après, on peut parfaitement affirmer que le pari qu'il a pris de proposer au peuple d'Israël un code de loi définitif, c'est pas exact à 100%, mais en tout cas qui a établi une loi unique pour l'ensemble de toutes les communautés d'Israël, ce pari-là a été réussi. Il a été mousmar, c'est un point fondamental. Vous comprenez bien à quel point... dès qu'il y a un avis émis par un rabbin, immédiatement, il y en aura au moins 3 face à lui pour lui dire qu'il y a d'autres options, il y a d'autres opinions. Être capable, dans un
dans un temps charnière comme ça, un temps où l'âge d'or de l'Espagne était terminé, mais on n'avait pas encore aucune vadaout, aucune réalité du retour d'Israël, de dire qu'il s'agit maintenant de mettre, pour offrir en fait au peuple d'Israël une loi qui va devenir en fait le Sanhédrin, qui va réintégrer l'idée que c'est plus possible de dire telle loi est considérée comme ça par tels avis, considérée comme ça par tels avis. Il s'agit pour lui de dire on doit être prêt dans différents domaines à la résurrection du peuple d'Israël. Le domaine essentiel dans lequel on doit se préparer, c'est le domaine halachique, le domaine de la loi. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Rambam, on parle de 300 ans avant, mais Rambam auparavant avait entrepris le fameux Mishneh Torah. Et alors, c'est pas exactement le même Torah. C'est peut-être une question colossale. Si on a le Rambam 300 ans avant, qu'est-ce qui manquait ? Il a fait. Rabbi Yosef Karo dit dans son introduction que j'invite à tous les auditeurs. C'est vraiment phénoménal. Il présente toute sa shita, toute sa façon de voir. Il va dire qu'avec toute la force, la puissance, l'omniprésence du Rambam dans toute la Torah, le problème essentiel, il est double. Premièrement, il n'a aucunement mentionné dans aucune des lois qu'il a éditées la source. Et quand quelqu'un nous donne la loi sans nous dire d'où ça vient du Talmud, on a un grand problème, nous les érudits, nous le monde de la Torah, d'où ça sort. Il n'a pas eu de révélation, Moshe Rabbeinu seulement a eu de révélation. Donc il dit, premièrement, il a entrepris avant le Beth Yosef d'écrire le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, c'est son ajout, en fait, son pérouche sur l'ensemble du Mishneh Torah pour dire quelles sont les sources du Rambam. Mais plus que cela, il dit, à partir du moment où ça a été édité de façon unique, c'est extraordinaire que c'est uniforme, c'est un avantage extraordinaire, en effet, mais ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Il s'est dit, on a un devoir d'établir un beddin, d'établir un tribunal rabbinique, et dans ce tribunal rabbinique, d'en sortir de trancher par débat. C'est pas possible que ça soit monolithique. Et par conséquent, il a réuni un beddin. Aujourd'hui, on sait dire qu'est-ce que c'est réunir un beddin, c'est faire ça. Il n'a pas fait ça par Zoom, parce que c'était pas possible à l'époque. Mais à vrai dire, c'était un beddin virtuel. Le Rosh, un des grands Rishonim. Le Rambam, en question dont on vient de parler, et le Rif, Rabbi Yosef El-Fassi, une des grandes figures des Géonim, avant même les Rishonim. Il va confronter leurs différentes opinions afin d'établir une loi de ces trois grands maîtres. Très bien. Donc ça, c'est son œuvre principale. Autour de cela, il y a une œuvre qu'on ne peut pas occulter. Magid Mesharim. Alors ça, il a eu une intervention d'un être céleste. J'ai pas envie de dire ange, ça a des connotations peut-être un peu pas suffisamment juives. Magid, quelqu'un qui va lui enseigner, cet être-là va lui enseigner la Torah, et il y a un recueil de cette étude phénoménale entre l'enseignement de ce Magid Mesharim. Est-ce que Rabbi Yosef Karo, il va pas s'en servir pour trancher la loi, mais il va recueillir toutes ces paroles-là et les enseigner, les proposer également au peuple d'Israël. Il termine sa vie fin du XVIe siècle, et à vrai dire, sa vie continue jusqu'à maintenant, parce qu'il est étudié, il est au centre d'études du monde des académies juives. Yosef Karo Maran, merci beaucoup Abraham de nous avoir parlé de ce sage séfarade. Toda Rabba. Shalom, shalom. Radio